cas structure pour le soutien donc de l'enfance malheureuse de façon générale et particulièrement des enfants en conflit avec la loi qui sont à la brigade pour mineurs. Et donc, nous allons évoluer dans le programme. La parole à madame la représentante de la directrice générale. Je voudrais juste rappeler aux uns et aux autres un peu d'où nous avions quitté pour l'organisation de cette rencontre. Vous savez, dans notre pays, le Togo, nous avons l'habitude de relever la situation de violation des droits de l'enfant, particulièrement parce que c'est dans ce domaine que nous intervenons. Mais il y a des aspects que nous ne maîtrisons pas forcément. Aujourd'hui, après une rencontre qui s'est tenue à Sokone dans le mois passé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des réalités auxquelles nous devions nous appeler et surtout nous mettre ensemble pour pouvoir lutter contre. Il s'agissait de quoi? De deux phénomènes. Ici, c'est un orphelinat. Nous avons des enfants que nous hébergeons ici. Nous avons au moins 5 enfants qui viennent d'une préfecture d'année. Je préfère me taire pour le moment le nom. Des enfants qui sont donnés en mariage à 9 ans pour une dette de 3 000 francs CFA. Et je vous assure que ces enfants sont mariés à des personnes de 38 à 45 ans qui forcent la pénétration de ces derniers. Je peux vous dire qu'il y a eu des décès. C'est un aspect. Le deuxième, qui fera même objet d'une communication dans le courant de la journée, c'est par rapport au phénomène d'enfants dissociés. Je sais que beaucoup me diront ou me poseront la question de savoir c'est encore quoi ça. Parce qu'il y a une autorité avec qui je discutais la dernière fois, c'était sa question. Ça au Togo. Il s'agissait de quoi? Une communauté où, parce que pour le moment, c'est de là que vient le fait. Cette communauté, quand les enfants naissent avec des malformations, du coup c'est des sorciers, il faut les éliminer. L'infanticide. Et des fois, c'est un enfant qu'on héberge dans une famille, des malades comme sur la famille. On dit que l'enfant est sorcier et on prend ça mais on met dans de l'huile bouillante son pied ou on l'empile d'une main. Qu'on diminue sa puissance. Et comment d'abord l'enfant arrive à avouer qu'il est sorcier? Ligoter pieds et mains, jeter sous le soleil. Cet enfant est mis à la place publique pour être battu par tout le monde jusqu'à ce qu'il accepte qu'il est sorcier. Un enfant combat, c'est normal qu'à un moment donné, il peut dire je suis sorcier pour se libérer. Mais malheureusement, c'est plutôt à partir de ce moment-là que son calvaire commence. Et donc, au regard de toutes ces situations, certaines organisations de la société civile, telles que l'ONG AJA, la Novation Internationale, l'ONG Maison des Enfants Déshérités, se sont concertés et se sont dit non, il nous faut mettre un cadre en place. Parce que quand le cadre du collectif des associations contre l'impunité au Togo est mis en place, au jour d'aujourd'hui, on ne peut que s'applaudir et dire que nous avions obtenu des résultats. Ici, il s'agit encore une fois, mesdames et messieurs, de nous mettre ensemble, de voir un peu quelle stratégie mettre en place pour pouvoir accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre l'impunité liée donc à la violation aux droits de l'enfant. Alors, mesdames et messieurs, je vais en tout honneur donner la parole donc à madame la représentante de la directrice. Bonjour tout le monde. Comme le collègue l'a dit, je suis madame Moana. Vous avez dit, je suis à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, non loin d'ici. Je suis chargée d'échanger avec vous sur la problématique de l'impunité liée aux droits de l'enfant au Togo. Et je voudrais dire qu'en fait, c'est des échanges qu'on aura. Et je crois qu'au sortir de ces échanges, tout le monde en sortira enrichi sur la problématique de l'impunité liée aux droits de l'enfant. Nous allons essayer de faire une petite présentation autour des points suivants. Nous allons définir certains concepts pour que nous soyons tous au même niveau d'information. Nous allons parler des mécanismes nationaux de lutte contre l'impunité.
Nous allons parler des mécanismes internationaux également. Et au nombre des mécanismes internationaux, on va parler des mécanismes onusiens, des mécanismes africains et voir peut-être les mécanismes sous-régionaux, notamment la CEDEAO. Bien. L'entrée de jeu, je dirais que la protection des droits de l'homme en général. On ne peut pas parler des droits de l'enfant sans parler des droits de l'homme, parce que l'enfant est avant tout un homme. Pourquoi aujourd'hui on parle des droits de l'enfant? C'est parce que la plupart des instruments et mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme parlent de l'homme en général. Et dans la protection des droits de l'homme, il s'est avéré que l'enfant a une spécificité qu'il faut prendre en compte. C'est ce qui a amené les Nations Unies à consacrer des tests spécifiques à l'enfant pour lui assurer une protection dont il mérite. Donc, cette communauté internationale a pris des engagements et a adopté, ratifié certains instruments nationaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Nous allons définir quelques concepts. L'enfant, tout le monde le sait, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 1er. Mais il faut noter que cette Convention a précisé, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui est applicable. Parce qu'il y a certains États musulmans qui, chez eux, par exemple au Mali, la majorité chez la jeune fille est de 16 ans. Donc, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Mais si l'État reconnaît une majorité en bas de 18 ans, la Convention ne remet pas cela en question parce que lorsque l'État a ratifié la Convention, il aurait émis les réserves par rapport à la définition admise par les Nations Unies. Nous allons parler également de l'impunité. Qu'est-ce que l'impunité? L'impunité est l'absence de sanction, de punition, de châtiment. C'est le fait que quelqu'un ne peut pas risquer d'être mis en cause pour les fautes qu'il a commises, d'échapper à toute enquête qui pourrait le mettre en accusation, conduire à son arrestation, voire à son jugement s'il est reconnu coupable. Donc c'est ça l'impunité, c'est l'absence de sanction, c'est l'absence de poursuite, c'est l'absence d'un individu quelqu'un qui aurait commis une faute d'échapper au rouage de la justice. Et dans cette impunité, nous avons ce qu'on appelle l'impunité de fait et l'impunité de droit. Qu'est-ce que l'impunité de fait? L'impunité de fait, c'est un état où la force de l'État ne s'exerce plus. Un État qui est en difficulté, où il y a des troubles sociopolitiques, où tout le monde fait ce qu'il veut. Par exemple, si nous prenons la Somalie, si nous prenons le Soudan du Sud, c'est des États où l'autorité de l'État n'arrive plus à s'exprimer. Les gens ne reconnaissent même pas l'État, les gens ne reconnaissent pas le chef de la localité, les gens ne reconnaissent aucune autorité et font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas décrété, mais c'est une impunité de fait. Ça s'installe. Donc c'est ça que nous appelons l'impunité de fait. Il y a ce qu'on appelle également l'impunité de droit ou la loi de l'amnistie. C'est-à-dire à un moment donné, il y a eu peut-être une rébellion, une guerre civile, où il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup de faits qui en principe devaient être conduits devant les juridictions. Mais pour peut-être la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, l'État peut choisir d'amnistier certains faits. Donc, l'impunité de droit, c'est où la loi d'amnistie. Peut-être, on a l'exemple du Burkina la dernière fois où il y a eu un coup d'État où, après la CEDEAO est intervenue, a proposé d'amnistier les militaires putschistes. Heureusement que les Burkinabés n'ont pas accepté. Donc, c'est le fait peut-être de nier la loi ou bien de contourner la loi. C'est ça l'impunité de droit. Et souvent, la loi d'amnistie est une problématique au niveau des droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas une façon
de piétiner les droits de l'homme que d'amnistier certains faits. Donc l'impunité de droit ou la loi d'amnistie. Il y a également ce qu'on appelle la réconciliation nationale, c'est-à-dire à un moment donné, comme on l'a connu, et au Togo ici, le gouvernement peut décréter, bien peut initier un programme de réconciliation nationale pour, disent-ils, réconcilier les enfants, oublier certains faits et pour que le vivre ensemble puisse s'installer. Donc c'est les deux états, l'impunité de fait et l'impunité de droit. Bien, nous allons parler de lutte contre l'impunité en général et l'impunité des enfants de façon particulière. Parce qu'il me semble que parler de l'impunité de l'enfant, sans parler de l'impunité en général, un peu, pour moi, un peu restrictif du thème. Donc, on va parler de l'impunité en général et peut-être rentrer dans la spécificité lors du débat, lors des échanges. Dans cette lancée, nous allons parler de mécanismes nationaux de lutte contre l'impunité. Je fais remarquer qu'en fait, l'État est le premier garant des droits et des libertés fondamentales. Et en ce sens, l'État met un mécanisme en place pour garantir, assurer la protection des droits de l'homme à tous les individus relevant de son espace territorial. Donc, au sein de ces mécanismes, nous avons des mécanismes juridictionnels et des mécanismes non juridictionnels pour lutter contre l'impunité. Le mécanisme juridictionnel, qu'est-ce que le mécanisme juridictionnel? Le mécanisme juridictionnel, c'est ce qui relève de l'administration de la justice, ce que l'État met en place conformément aux règles, aux lois, etc. Donc, au terme de l'article 113, je ne sais pas si quelqu'un a la Constitution. De la Constitution de la 4e, le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Ainsi, en cas d'une quelconque violation des droits, tout citoyen peut avoir recours à la justice pour exiger réparation selon l'article 113 alinéa 3 de la Constitution de la 4e République du Togo. Suivant le cas, il peut s'adresser au juge judiciaire, au juge administratif ou au juge constitutionnel. Nous appelons par exemple tout cela des voies de recours du citoyen. Il peut avoir recours au juge judiciaire, au juge administratif, selon le cas, ou au juge constitutionnel.